avec le roi Louis XVI. Dans ce traité, il ne donnait pas son royaume à la France, mais il donnait des privilèges aux Français. C'est avec ce traité que les Français, quand ils vont revenir au XIXe siècle, vont se servir de ce traité comme d'un instrument en disant... Alors ce traité avait des clauses commerciales, bien sûr, il donnait des privilèges commerciaux aux Français, il donnait même des concessions françaises dans les ports, mais bien entendu, par-dessus tout, il donnait la libre circulation et la libre christianisation, évangélisation. Donc il donnait libre cours, toute liberté, n'est-ce pas, au prosélytisme religieux des catholiques. Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'après, on va se retrouver au XIXe siècle, et on va se retrouver au XIXe siècle avec, du côté vietnamien, une restauration monarchique extrêmement forte, parce que le prince Nguyen Anh, qui avait été protégé par Monseigneur Bien Bien, a fini par triompher de tous ses ennemis, et notamment des Tyson. Et il a été intronisé en 1802 comme empereur du Vietnam, sous le nom de Gia Long. C'est lui qui a donné le nom de Vietnam à son royaume. Vietnam, donc les Viets du Sud, ou le Sud des Viets, comme vous voudrez. Alors cet empereur Gia Long, pendant tout son règne, jusqu'en 1820, il a protégé les catholiques. Il a protégé aussi les Français qui l'avaient servi, parce qu'il avait fait appel à beaucoup de mercenaires étrangers et européens, parmi lesquels d'ailleurs les Français n'étaient pas majoritaires, contrairement à ce que par la suite l'historiographie française a dit, mais où il y avait beaucoup de Portugais de Macao par exemple, qui étaient artilleurs, qui étaient officiers de marine, exactement comme les ingénieurs français qui ont construit les forts à la Vauban que l'on peut voir encore aujourd'hui au Vietnam, si vous allez au Vietnam. Et donc, l'empereur Nguyen Anh est intronisé comme roi Gia Long. Lui, il est, disons, tolérant vis-à-vis du catholicisme. Il est tolérant. Mais ce n'est pas le cas de son fils, l'empereur Ming-Mang, qui lui succède et qui, lui, est un confucien. Et qui, dans son œuvre de restauration confucienne, dans son œuvre de restauration monarchique, n'est-ce pas, applique rigoureusement la doctrine confucienne. Il y a une sorte de réaction confucéenne à forme très chinoise qui s'opère alors dans le royaume, et d'où une persécution très, très cruelle contre les catholiques vietnamiens. Ce sont ces persécutions qui vont durer jusqu'en 1883-87, vous voyez, assez loin, qui vont amener l'intervention française. L'intervention française, puisque les Français s'appuyaient sur le fameux traité de Versailles qui octroyait, soi-disant, la liberté de culte, de religion et de culte aux catholiques. Et cela, bien sûr, a commencé sous le Second Empire. C'est le Second Empire qui a commencé la conquête de l'Indochine. Vous savez bien que Napoléon III, sous l'influence de son épouse, l'impératrice Eugénie de Montenegro, qui donc autour de laquelle il y avait un milieu catholique, n'est-ce pas, qui était pour la défense de la chrétienté, la défense du Vatican, etc., voire l'expédition du Mexique. Napoléon III a engagé donc la conquête de l'Indochine, en commençant bien sûr par la conquête du Vietnam. La conquête du Vietnam et du reste de l'Indochine a commencé en 1858. Donc les Français sont arrivés, là dans le sud, décidément, exactement. Les Français sont arrivés dans le sud, ils ont débarqué dans le sud au lieu de débarquer près de la capitale, Hue. Ils sont allés dans le sud, ils ont débarqué d'abord là, puis ensuite ils vont remonter. Plus exactement, ensuite ils vont faire capituler l'empereur d'Annam, ils vont faire signer un traité de protectorat, et puis ensuite, petit à petit, ils vont remonter vers le nord et ils vont s'emparer du reste du pays. Entre-temps, ils sont passés par là, le long du Mékong, et ils ont offert au roi du Cambodge leur protectorat. Leur protectorat contre le roi du Vietnam, contre le roi du Siam. C'est ainsi que la France a établi son protectorat sur le Cambodge.
C'est à l'occasion d'une remontée du fleuve Mékong, le grand fleuve Mékong, vous voyez, qui aboutit en Chine. Pourquoi? Parce que dans toute cette histoire, les Français cherchaient à atteindre le territoire chinois. Ils cherchaient une voie d'accès facile au territoire chinois. Ils ne l'ont pas trouvé dans le Mékong, parce que le Mékong est un très grand fleuve, mais c'est un fleuve qui est coupé de rapides et qui empêche la navigation permanente, notamment au moment de la sécheresse. Par conséquent, les Français ont renoncé très vite à atteindre la Chine par le Mékong, et ils ont cherché à l'atteindre au nord. Enfin, ils sont allés au nord du pays. Là, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve le Rouge. Un fleuve rouge qui pénètre en Chine. Et qui est une voie d'accès plus facile pour les Français, pour tout le monde d'ailleurs. C'est une voie fluviale très facile d'accès dans la Chine du Sud, notamment dans la province du Yunnan. Cette pénétration, c'est pour avoir, si vous voulez, en main cette voie de pénétration que les Français ont conquis la dernière partie du territoire vietnamien au nord. Donc, en 1897, pratiquement, toute la péninsule est sous la suggestion des Français, sous domination française, n'est-ce pas? Même si les Français adoptent ce qu'ils appellent le protectorat, c'est-à-dire une administration théoriquement indirecte. Autrement dit, les Français ont conservé les souverains sur leur trône, mais ils ont leur enlevé tout pouvoir à ces souverains, que ce soit le roi du Vietnam, que ce soit le Cambodge ou que ce soit le roi du Laos. Et ce faisant, d'ailleurs, ils ont fait une petite guerre aux Chinois, ils ont fait une petite guerre aux Thaïlandais, parce qu'à chaque fois, ils ont pris des territoires au royaume de Siam et au royaume de Chine. C'est eux qui ont dicté le tracé de la frontière au nord. Bien, je vois que j'ai trop explicité cette première partie parce que je la juge quand même indispensable si vous voulez comprendre. Enfin, il faut absolument poser le site géographique de l'expansion française. Mais ce faisant, donc, les Français sont arrivés en Chine, par le sud, ou par le nord du Vietnam. Et là, ils ont établi en quelque sorte une zone d'influence. Dans cette zone d'influence du nord, il n'y avait pas de colonie, à proprement parler. Il n'y avait pas d'administration des Français. C'était toujours l'Empire chinois. L'Empire chinois qui gouvernait par l'intermédiaire des gouverneurs chinois. Seulement les Français, comme les Anglais, comme les Russes, en Mandchourie, etc., ont établi une véritable zone d'influence parce que les Français sont intervenus en tant que puissance financière. La Chine, à l'époque, a été agressée par la guerre de l'opium, elle avait besoin de payer les indemnités de la guerre, et la Chine avait aussi la volonté de se moderniser. L'empereur de Chine voulait moderniser son pays. Donc il avait besoin de capitaux. Donc la Chine était un immense marché d'investissement pour les capitaux, un immense champ d'investissement pour les capitaux étrangers. Et à ce moment-là, tous les groupes financiers français se sont introduits en Chine. Voilà. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'Empire français de l'Extrême-Orient était à la fois formel et informel. Formel, ce sont les colonies, on peut dire les colonies, même si c'est des protectorats de l'Indochine, et c'est en même temps l'Empire informel, c'est-à-dire toutes les concessions que les Français ont obtenues de l'Empire chinois. Ils ont même obtenu une concession à Bai, comme les Britanniques avaient obtenu Hong Kong, et ils ont obtenu une concession à Bai, Quan Chau Wang, dont ils espéraient faire d'ailleurs le concurrent de Hong Kong. Malheureusement, le concurrent n'a pas été victorieux. C'est Hong Kong qui a toujours été victorieux dans cette concurrence anglo-française. Voilà. Alors, à partir de 1897, toute résistance en Indochine n'existe plus. Les Français, donc, sont les maîtres. Ils ont vaincu toutes les royautés, toutes les monarchies qui ont consenti à signer les protectorats, et pratiquement toutes les monarchies vietnamiennes, cambodgiennes, Laos, n'ont plus aucun pouvoir. Simplement, le souverain est sur le trône, et il y a des mandarins qui administrent le pays. N'est-ce pas? Mais ils l'administrent pour les Français, bien sûr. Ce sont les Français qui gouvernent, en fait, si les autres administrent. Alors,
Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que l'Empire français en question, formel et informel, n'est pas édifié sur une table rase. Les Français arrivent encore une fois dans un champ qui est déjà, disons, quadrillé, très occupé, d'abord par les États existants, par les peuples existants, mais aussi par les concurrents. Par conséquent, quand les Français vont en quelque sorte tenir compte, ils seront obligés de tenir compte de ce qui existe là, n'est-ce pas, et qui limiteront leurs expansions, leurs ambitions expansionnistes. L'Empire n'est pas seulement bâti dans un endroit où il existe déjà plusieurs États, dont certains sont millénaires, comme l'Empire chinois, ou séculaires, n'est-ce pas, mais il est bâti également dans une économie monde, où les réseaux chinois sont des acteurs incontournables, soit comme rivaux, soit comme partenaires. Or, les Chinois sont également les pionniers de la colonisation du delta du Mékong, ici en bas. Ce sont les Chinois qui sont arrivés là les premiers, avant que les Vietnamiens descendus du nord du pays n'y parviennent au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a déjà les Chinois qui sont établis, et pas seulement comme commerçants, mais même comme agriculteurs. Ce sont des Chinois qui ont fui l'invasion mandchoue et qui, par dizaines de milliers, se sont établis et ont ouvert le front pionnier du delta du Mékong. Ce sont donc, voyez donc quel est le tableau en quelque sorte. C'est un tableau, si vous voulez, d'une région qui est, comme je disais, quadrillée, une région où il reste peu d'espace vide où on risque de se marcher sur les pieds, en définitive, et où il faut tenir compte quand même à la fois des appétits, des ambitions des uns et des autres, de la présence des uns et des autres, de la volonté des uns et des autres. Je dis ça, c'est très important, parce que, bien sûr, le gouvernement français, enfin l'État français, plus exactement, ne va pas pouvoir instaurer une domination despotique. C'est pas possible, n'est-ce pas? Il est obligé de tenir compte des populations, de ce qui existe avant eux. Alors les Français vont avoir une politique coloniale qui est avant tout une politique d'exploitation des ressources et d'expansion des capitaux. Voilà. C'est, si vous voulez, quelque chose qui, avec ce que faisaient les Français en Chine du Sud, ressemble assez à ce que le Britannique Hobson, puis à sa suite Lénine, avait décrit comme l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est-à-dire l'impérialisme à son sas financier, essentiellement. Mais il y a un deuxième volet quand même dans toute cette présence française. Si le Premier Empire a commencé la conquête, c'est la Troisième République qui l'achève. La Troisième République, donc, fille de la Révolution française, la Troisième République qui affiche comme devise, ne l'oublions pas, devise liberté, égalité, fraternité. La Troisième République, qui est une république d'ailleurs dite opportuniste, ça veut dire que ce sont des républicains modérés, très liés, où les hommes politiques comme Jules Ferry, qui fut le chantre de la domination française et de l'impérialisme français, étaient très liés au milieu des industriels textiles des Vosges et du nord de la France, où l'homme qui sera le gouverneur général de l'Indochine de 1897 à 1902 et qui va créer l'Union indochinoise, c'est-à-dire qui va unifier, n'est-ce pas, tous les pays indochinois sous un même gouvernement, et cet homme s'appelle Paul Doumer. Il sera assassiné lorsqu'il sera plus tard élu comme président de la République, il sera assassiné par un anarchiste italien à Lyon. Paul Doumer, lui, était très lié avec le comité des forges, avec les milieux de la métallurgie française, de la métallurgie française du nord de la France. Oui. D'où l'importance que Paul Doumer a beaucoup accordée aux concessions ferroviaires en Chine, parce que c'est lui qui a fait construire le fameux chemin de fer du Yunnan. Est-ce que vous avez l'autre carte, s'il vous plaît? L'autre.